Bonjour à tous. Nous poursuivons les dialogues de philosophie des sciences autour du cours de Nicolas Boulot, qu'il a donné à l'Université Paris-Est et à Sciences Po, également édité aux éditions Spartacus IDH. Aujourd'hui, nous évoquons l'économie, et plus particulièrement le langage néoclassique. Nicolas Boulot, bonjour. Bonjour. Alors, l'économie néoclassique, on peut dire, joue ou tente de jouer un peu le rôle de la gravitation newtonienne. C'est le premier corpus mathématisé de l'économie. Précédemment, la pensée des classiques, au XVIIIe siècle et avant, n'utilisait que le langage de la philosophie et concernait surtout la dimension morale des échanges et des politiques. La théorie néoclassique est développée à l'époque des grands changements sociaux, le communisme, le socialisme, etc. Et ensuite, elle a éclaté en plusieurs branches au XXe siècle, le keynésianisme, l'économie de second rang, l'évolutionnisme économique, etc. Et elle a pris une forme, on doit dire, extrême, à partir des années 1970, qu'on appelle la période néolibérale, s'appuyant sur la domination des marchés financiers, réorganisés selon de nouvelles techniques mathématiques. Mais aujourd'hui, l'économie néoclassique reste la référence majeure, par rapport à laquelle se situent la plupart des idées. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple de raisonnement mathématique tel que le construisent les néoclassiques? Alors, on peut prendre le cas du péage sur un pont étudié par Jules Dupuy, parce que ça fait bien comprendre le type de raisonnement de l'économie néoclassique en général. D'abord, Dupuy remarque que si le prix du péage est très bas, il ne rapporte presque rien. Et que si le prix du péage est très haut, alors plus personne ne passe et il ne rapporte pas grand-chose non plus. Donc le prix du péage optimum est un petit problème de maximisation qui va donner le bon prix. Mais Jules Dupuy va plus loin. Il remarque que si on fixe un prix unique pour le passage sur le pont à toutes les personnes susceptibles de passer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, certains ne pourront pas passer. Le prix est trop cher. Et en revanche, il y en a qui vont passer, mais qui seraient passés aussi même si le prix était plus élevé. Et donc, Jules Dupuy propose une segmentation du marché. Il dit qu'il faut faire payer plus cher le fiacre que la charrette. Et grâce à cette segmentation, en fait, il réalise une intégrale de la courbe qui donne le prix en fonction du nombre de passages. Ce ne sont pas là des mathématiques très difficiles. Non, vraiment simple. Et toute l'économie néoclassique est ainsi. Elle utilise ce qu'on appelle en mathématiques le calculus. Ce sont des schémas conceptuels, une sorte de référence mentale pour les agents qui souhaitent rationaliser leurs décisions. Ensuite, des auteurs comme Léon Walras, Stanley Jevons, etc. ont englobé ces schémas dans un modèle général de la production et des échanges qui a ce même caractère conceptuel et idéal.
modèle qu'ils ont pensé comme étant un équilibre. Oui, ils avaient en tête l'exemple des lois de la mécanique et de la statique. Ils le disent explicitement eux-mêmes. L'essentiel de la science économique, depuis ce temps, consiste à retravailler cette vision au niveau de l'entreprise, la microéconomie, ou au niveau global, la macroéconomie, pour se rapprocher davantage de la réalité. Mais au XIXe siècle, cette modélisation idéalisée des échanges et de la production était prise aussi comme un véritable projet social, opposé à celui de Marx ou des autres grands récits sociaux. Oui, oui. Et Léon Walras le dit explicitement. Et avant lui déjà, Jean-Baptiste Say considérait que ce seul cadre pouvait et devait se substituer aux règles imposées par un gouvernement. Vous voyez, la dérégulation a des racines très anciennes. Mais n'est-ce pas passer un peu rapidement d'une logique comptable individuelle à toute l'organisation de la cité? On voit déjà dans le cas des péages que si tous les ponts ont des péages, le problème n'est plus le même. En effet, Jean-Baptiste Say allait trop vite. Mais cette question d'un ordre économique rationnel a été reprise par Friedrich Hayek dans un remarquable article après la Seconde Guerre mondiale. Par opposition à l'Union soviétique, planifiée, où les ministères avaient de grandes difficultés à connaître la réalité des productivités et des besoins, Hayek présente le système des prix comme un réseau qui transmet juste l'information utile aux agents. De sorte que plus aucune représentation globale n'est nécessaire. L'intelligence est distribuée sur tout le territoire. L'industriel, qui connaît bien la complexité de sa production et qui doit prendre des décisions lorsque les choses changent, pour cela, il dispose du signal prix. Pour les changements de prix des biens et des services qui l'intéressent, ce sont des informations suffisantes. Le signal prix se transmet et fait vivre l'économie en utilisant partout les compétences les mieux adaptées. Mais je ne vois pas bien comment les prix s'établissent dans ce système. Ne faut-il pas qu'il y ait des sortes de petits marchés à chaque nœud du réseau pour que l'offre et la demande s'expriment? Alors, il y a là une vraie question. En effet, c'est celle de la coordination, très délicate, où notamment les coûts de transport interviennent, etc. Elle est essentiellement résolue aujourd'hui par la mise en place des marchés financiers qui servent de première référence. Et ce n'est pas sans poser problème, sur lesquels nous reviendrons, nous n'avons pas le temps de nous étendre ici. Je note simplement que cela fait tomber tout un pan de l'argumentation de Friedrich Hayek sur l'avantage de l'intelligence distribuée. Les marchés globaux ne peuvent pas connaître toutes les informations idiosyncratiques localisées. Nous avons parlé la dernière fois des problèmes environnementaux. Pensez-vous que l'économie permet d'aborder ces questions de façon satisfaisante? Non. Il faut le dire sans embâche. L'économie, pour les raisons que nous venons d'évoquer, ignore tout ce qui n'a pas de prix. Elle incite les gens à se servir sans limitation de ce qui ne coûte rien ou qui ne coûte que la peine de le ramasser. Le bois des forêts, l'eau, le sable, toutes les ressources naturelles. Et elle incite les gens
à ne pas se préoccuper de tout ce dont on peut se défaire sans payer. Les déchets, les pollutions, mais aussi la main-d'œuvre. Il faut donc la corriger sur ses frontières avec la nature et le social. La remettre à sa place en quelque sorte, celle d'une pratique relative à la production et aux échanges, non une conception de l'homme dans la biosphère. Vous êtes donc opposé à la théorie des services écosystémiques. Écoutez, donner un prix à ce qui n'en a pas pour que les comportements économiques habituels respectent mieux certaines externalités, ça fait partie de l'arsenal utilisable pour l'urgence de décisions graves. Les menaces sont telles qu'il faut tenir compte de tout ce qui est opératoire. Mais en revanche, évaluer les services que nous donne la nature par des équivalences tirées de l'économie du bien-être est une idée à courte vue. Cela ramène la nature à une nomenclature d'effets chimiques et physiques dont certains pourront être réalisés par d'autres moyens, artificiels, techniques, moins coûteux. Progressivement, on justifie ainsi, par l'analyse coût-bénéfice, toutes les substitutions et donc toutes les destructions sur la base de pseudo-équivalences techniques. Les idées économiques courantes doivent aussi être vues en matière de biens communs. Il faut distinguer les diverses situations des biens collectifs pour comprendre les réflexions qui ont été menées à partir des enclosures, c'est-à-dire la fermeture des pré-communaux dans les villages du Moyen-Âge. À l'observation faite dans l'optique de l'économie libérale que ce libre usage ne pouvait mener qu'à des abus, plusieurs chercheurs ont fait remarquer que la présence des pré-communaux a duré souvent plusieurs siècles et que donc il existait certaines dispositions sociales qui faisaient que c'était viable. Et en effet, les travaux d'Elinor Ostrom et de Charlotte Hess notamment ont montré que les communs étaient préservés par des systèmes de règles qui régissent les actions collectives et les activités de communauté, règles qui dans le passé étaient des règles intuitives ou des règles de coutume. Et ça explique la longévité des systèmes tels que les pré-communaux. Aujourd'hui, ces systèmes de règles peuvent contribuer à de nouvelles formes d'équilibres économiques dans lesquels l'intérêt comptable de chacun est de préserver aussi le bien commun. Notre discussion me donne l'impression que notre époque n'accorde plus la même confiance à la main invisible que celle qu'avaient Adam Smith ou Jean-Baptiste Say. Oui, c'est que la confiance suppose qu'on soit parfaitement d'accord sur la description de l'objet échangé. Or aujourd'hui, il y a une lutte continuelle entre une confiance déçue et une confiance mise à profit. D'un côté, le consommateur a de plus en plus de mal à se nourrir en évitant les adjuvants dont il ne sait pas l'effet sur la santé. Et de l'autre côté, l'industrie agroalimentaire essaye de conserver la confiance qui est faite au produit en précisément
le transformant de telle sorte que le prix soit plus bas. On voit que la notion de marché est plus complexe que ne le pensaient les classiques, parce que la description de l'objet d'échange, en l'occurrence ici un aliment, est une affaire délicate qui a priori mobilise toute la science, y compris la médecine et la sociologie. Très bien, donc merci Nicolas Boulot. Nous allons rester là pour aujourd'hui. Nous aborderons la prochaine fois, plus précisément la biologie et les anthropotechniques. Je vous rappelle que ce cours est édité aux éditions Spartacus IDH.